Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La physique d'aujourd'hui semble bien menacée comme modèle des sciences, noyée par l'avancée des sciences du vivant, des neurosciences ou sciences cognitives issues de la cybernétique de l'après-guerre et de l'informatique d'aujourd'hui. Outre les phénomènes médiatiques, la mode, ces nouveaux domaines fragilisent en effet le paradigme du sujet scientifique qui étudierait une nature extérieure à lui, dans un face-à-face qui serait bien établi. Pourtant, les sciences physiques font encore la une de l'actualité, lorsque l'on détecte des ondes gravitationnelles à partir de l'année 2015 ou que l'on parvient à élaborer une image de trou noir à partir d'observations comme ce fut le cas en 2019, confortant la théorie mise au point par Albert Einstein il y a déjà un siècle. Cette science comporte beaucoup de réussites techniques et théoriques. Sans même parler des applications imprévues comme la téléphonie mobile ou la chirurgie de précision, on ne peut que s'émerveiller des progrès plus classiques effectués dans le traitement rigoureux des données d'observation astrophysique par exemple, traitement qui permet une précision que l'on n'envisageait pas même vers la fin du XXe siècle. La mise en évidence des ondes gravitationnelles, de même que celle du boson de Higgs quelques années auparavant, n'ont été possibles que grâce à des procédures très sophistiquées, une élaboration qui comporte des méthodes d'analyse mathématique et statistique de pointe. La physique n'en comporte pas moins un certain nombre de difficultés pour l'interprétation et la compréhension du monde qui nous entoure, que l'on aimerait rapprocher de nos intuitions courantes ou du rationalisme classique auquel nous nous sommes habitués. L'impossibilité de faire entrer la gravitation dans l'ensemble des autres champs et forces, la nécessité d'introduire des entités inconnues dans le contenu de l'univers, matière noire et énergie noire, pour rendre compte des observations cosmologiques peut être considéré également comme un échec, ou tout au moins un défi à notre volonté de comprendre. Edgar Morin, chantre de la pensée complexe, insistait pour sa part sur la remise en question de la séparation sujet-objet au sein même de la physique. Morin, 1977. Nous savons depuis plus d'un demi-siècle que ni l'observation microphysique, ni l'observation cosmophysique ne peuvent être détachées de leur observateur. Les plus grands progrès des sciences contemporaines se sont effectués en réintégrant l'observateur dans l'observation. Ce philosophe anthropologue faisait ainsi référence, il y a déjà une quarantaine d'années, aux difficultés bien connues d'interprétation en mécanique quantique mais aussi à la cosmologie dont l'objet est l'univers dans son ensemble, objet pour lequel il n'y a pas d'extérieur. Nous sommes à l'intérieur de l'univers mais aussi de la microphysique d'une autre façon, lors d'une expérience quantique, inéluctablement. Ajoutons que la notion d'entropie a été suivie d'une prise en compte de l'information dont dispose le physicien qui choisit lui-même de ne pas tout voir, à l'échelle de nos observations courantes, de notre environnement même, notion qui introduit une certaine subjectivité ou tout au moins intersubjectivité, que l'on ne rencontrait pas dans la physique mécaniste triomphante du XVIIIe siècle. Je vais dans cet ouvrage tenter de montrer comment le physicien, pour devenir un sujet scientifique, s'est construit des objets bien à lui à partir des phénomènes naturels, et comment ce qu'il a dû abandonner du phénomène dans cette construction revient sur la scène au cours de l'histoire de la physique et bouscule tout autant sa position séparée et dominante que la spécificité des objets qu'il s'était construits. Est-ce que cela signifie la mise en cause de l'objectivité établie en physique ? Non, sans doute, mais la modifie. Pour savoir où va la physique, il faut d'abord se demander d'où elle vient. Envisager à nouveau la mise au point de méthodes et d'objets conceptuels, au cours des 3 siècles précédents. La sujétion de l'objet connu au sujet connaissant existe en effet depuis les débuts de cette science de la nature que nous appelons la physique. Dès que Galilée décide de faire rouler des boules sur des plans inclinés plutôt que de regarder tomber librement les corps. De fait, elle a toujours existé, mais à partir du XVIIe siècle, le sujet connaissant s'est équipé de dispositifs reproductibles qui lui ont permis de se prétendre universel, de s'abstraire de ses émotions ou croyances particulières, y compris lorsque le physicien Alain Aspect met en évidence la non-localité de l'expérience microphysique ou lorsqu'il faut traiter les données observationnelles au moyen d''. Un modèle théorique pour en sortir un signal, une courbe significative, hors des perturbations dans lesquelles est enfoui le phénomène que l'on cherche à mettre en évidence. Le physicien se construit une objectivité à travers des dispositifs connus dont sont issus des concepts et des lois,
comme autant de nouveaux objets à insérer dans l'ensemble théorique, bien que cet ensemble lui ait déjà servi à l'interprétation des données. Les termes de précision et d'exactitude laissent alors place à des termes comme confiance ou évidence, nouveaux outils d'évaluation pour le physicien qui convoquent une hypothèse théorique au niveau même de l'établissement de ces données et non seulement de leur interprétation. La physique a été le modèle des sciences, depuis le XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Il semble que les révolutions du XXe siècle aient été parfaitement digérées par les physiciens qui ont de quoi travailler dans leur laboratoire, en utilisant des méthodes qui, quoique de plus en plus poussées techniquement, s'appuient toujours sur une science expérimentale, comme au XIXe siècle. La complexité étudiée par Morin et d'autres aujourd'hui relèverait alors d'un autre point de vue, comme un défi d'immanence et de réalisme philosophique, auquel avaient renoncé les physiciens dès le début. C'est ce qu'il nous faut montrer ici, pour interroger vraiment la physique actuelle face à ses limites. Edgar Morin revient encore longuement sur la séparation sujet-objet, qui peut être attribuée schématiquement à Descartes ou tout au moins à la nouvelle science dont l'autre emblème est Galilée, dans une position dualiste dont le sujet est universel et demeure imperturbable devant une réalité qu'il considère dans sa recherche comme extérieure à lui. Cette séparation, ce face-à-face entre un sujet et un objet est facile à remettre en question de diverses façons puisque le sujet de l'expérience a été formé dans le monde qu'il veut décrire et peut être lui-même raconté par une science dont une partie relève de la physique, l'autre partie physiologique et psychologique étant plus perturbatrice encore de ce qui serait un sujet neutre, universel. Mais l'homme complexe avait réussi à se simplifier pour accomplir les gestes de la physique expérimentale. Ce paradigme triomphant durant 3 siècles est-il remis en question par les phénomènes dont il faut tenir compte aujourd'hui en physique? Difficulté de représentation de la microphysique comme de l'univers dans son ensemble, qui exige une modélisation plus subtile que celle de la philosophie mécanique de Galilée et Huygens ou la mathématique universelle de Descartes? Introduire le sujet connaissant dans la connaissance scientifique est-il possible? Est-ce à l'œuvre dans la physique actuelle, ou seulement en dehors de celle-ci? Il est clair que d'autres approches émergent, qui ne sont pas majoritairement venues des sciences physiques ni humaines, mais plutôt de nouveaux outils liés à l'informatique, lesquels permettent d'étudier des systèmes complexes dont l'évolution n'est pas prédictible analytiquement, soit par le grand nombre des paramètres et variables, soit par la non-linéarité du système d'équations. De façon plus générale, les expressions négatives telles que non-linéarité, non-séparabilité ou non-localité indiquent une déviation par rapport à ce que l'on attendait de la science physique et de sa prédictibilité. La physique demeure déterministe, qu'elle utilise la mécanique quantique ou la physique des grands nombres, mais seulement statistiquement. On attendait mieux de la science mécaniste du siècle des Lumières, mais le physicien s'adapte très bien à de nouvelles méthodes puisqu'elles permettent d'avancer, d'obtenir toujours de nouveaux résultats. Quoi qu'il en soit de l'avenir de la science qui a été mise au point pendant 3 siècles, il ne sera pas inutile de mieux l'appréhender à travers son histoire en tant que système de connaissance, explication et compréhension du monde. L'histoire montrera alors que les pionniers de cette aventure humaine n'étaient pas aussi naïfs que l'on aime à se l'imaginer en dépit du respect dont on les entoure, respect teinté de légendes et de phrases symboliques. Nous pourrons voir qu'ils ne prétendaient pas à la vérité, mais construisaient prudemment leurs objets de représentation comme étant les meilleurs pour rendre compte des phénomènes et en prédire d'autres, avec les moyens dont ils disposaient. Ce sont ces moyens qui évoluent au cours des siècles. Les physiciens du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle ont été certainement beaucoup plus optimistes quant à l'avenir de leur science en termes de vérité sur le monde. Cela marchait tellement bien. On a vu cependant réapparaître des doutes et des scrupules dans la seconde moitié du XIXe siècle, avant les perturbations liées aux bouleversements théoriques relativistes et quantiques dont ils seraient plutôt la cause que la conséquence. Il est vrai qu'une nouvelle science était déjà apparue hors du champ de la philosophie mécanique, la thermodynamique issue des machines à vapeur, d'un monde étranger aux universités et à l'académie, dont il sera question en détail par la suite. Ce sont des machines qui aujourd'hui encore à travers l'informatique et l'intelligence artificielle, perturbent les fondements de notre compréhension. L'homme fabrique des notions et concepts dans le but d'appréhender la réalité de façon la plus unifiée et limpide possible,
mais les avancées techniques obtenues à partir de ces analyses et synthèses remettent en question les principes de cette élaboration. C'est bien cet effet de retour qui constitue la complexité, et ce qu'il faut bien appeler du hasard ou de l'imprévu dans l'évolution des sciences, s'oppose à la transparence et à l'unification. Je veux donc d'abord donner des éléments de construction de cette science physique à travers l'histoire, à partir du XVIIe siècle qui est celui au cours duquel se fonde la physique la plus classique. Je veux montrer ce que le sujet scientifique impose au départ au phénomène et s'impose à lui-même, en découpant pour abstraire du phénomène des éléments, les reconstruire dans des dispositifs qu'il a lui-même fabriqués. Je veux montrer à quel point il n'y a rien d'évident dans la loi de la chute des corps ou de la gravitation, pas plus que dans le modèle cosmologique standard contemporain, dont il sera question à la fin. Notre connaissance scientifique demeure certainement plus objective, universelle, efficace et productive que la connaissance intuitive de ce qui nous entoure. Tout le monde en conviendra indépendamment des préférences que l'on peut avoir pour la poésie ou l'imaginaire. Mais ces qualités n'ont été obtenues qu'au prix d'une élaboration difficile, patiente et aventureuse à la fois, qui exigea de renoncer à l'immersion directe dans les phénomènes pour une médiatisation, une mise à distance, afin de les maîtriser, c'est-à-dire de savoir en reproduire une structure qui explique au moins en partie ce qui était observé. En partie seulement, il y a une perte au cours du processus qui aboutit à la rigueur et la reproductibilité scientifique. Nous savons aujourd'hui comment est fait l'univers et comment il a évolué, qu'il existe des trous noirs, objets théoriques considérés au départ comme impossibles, puis envisagés comme réels, aujourd'hui connus du grand public. La physique nous permet par ailleurs d'utiliser des Airbus et des fusées, des satellites, des téléphones portables et autres outils techniques inimaginables autrefois. Au-delà ou en deçà de ces exemples extrêmes, la physique devrait nous permettre de comprendre comment est constituée la matière, comment est apparue la vie, sur notre planète ou d'autres, et c'est plus difficile. Expliquer et comprendre sont deux termes associés, que j'emploie ici dans leur sens le plus courant, le premier évoquant plutôt l'analyse d'un phénomène et le second une synthèse ou une analogie permettant de ramener l'inconnu à du connu. Dans un livre publié en 1949, Einstein déclarait « Ce qui est incompréhensible est que le monde soit compréhensible. » L'est-il vraiment ? Le bâton de Descartes. Lorsque René Descartes voulut expliquer à ses lecteurs le mécanisme de la vue, il utilisa une métaphore célèbre. Un aveugle tenant un bâton et tâtant le sol et les objets pour en tirer des informations sur la forme, la texture. Rendre compte de la vision par quelqu'un qui en est privé est déjà audacieux, mais notre philosophe national ne manquait pas d'audace, que ce soit en mathématiques ou en physique. L'image qu'il proposa alors tenait lieu de beaucoup de phrases, éclairait paradoxalement la difficulté réelle de notre appréhension de la nature, dans la perception déjà. Difficulté nécessitant chez lui la recherche d'une méthode, point de départ d'un rationalisme scientifique. Pour comprendre ce rationalisme souvent décrié par les scientifiques en raison de la métaphysique qu'il contient, des idées innées et des principes divins cartésiens, il faut comprendre le doute radical qui a saisi Descartes au départ de sa démarche et peut-être l'avoir éprouvé soi-même. Doute envers tout ce qu'on lui a appris mais aussi envers ce qui est perçu et qui n'est peut-être pas plus fiable que le rêve. L'aveugle et son bâton évoquent donc notre contact difficile avec un extérieur que nous avions cru connaître immédiatement, lorsque nous étions enfants, encore innocents. Devenus adultes et pire encore, scientifiques, voir ne consiste plus qu'à recevoir des photons ou des ondes électromagnétiques et à les traiter pour en tirer des informations qui nous permettront de nous mouvoir et de réagir à l'environnement. Le toucher ou l'ouïe ne nous donne pas davantage accès aux choses, mais nous nous y résignons plus facilement que lorsqu'il s'agit de la vision, qui nous semblait vraiment faire voir réellement les choses. Cette image cartésienne de la vision illustre les limites de la connaissance spontanée de ce qui nous entoure, et justifie ainsi le besoin d'une forme de connaissance plus profonde ou en tout cas plus universelle, que sera la connaissance scientifique. Le mythe platonicien de la caverne avait déjà mis en doute notre capacité à voir la réalité telle qu'elle est, en affirmant notre assujettissement à de simples apparences et la nécessité d'une recherche longue et réfléchie des essences, disons plus simplement de l'être sous-jacent à ces phénomènes fluctuants, mais l'activité volontaire de celui qui regarde et voit, l'objet désigne chez Descartes autre chose, illustre une démarche concrète pour connaître.
Cette activité ne suffit pas, et il devra introduire des principes premiers comme étant innés, ou encore liés à la permanence divine, seule façon pour lui de ne pas retomber dans le scepticisme. Retenons seulement ici son analogie et l'activité d'un sujet dans ce processus qu'il considère comme premier, ainsi que l'insatisfaction qui en résulte. Nous savons aujourd'hui que notre cerveau reconnaît une forme ou une voix avant même de distinguer certaines sensations élémentaires. Couleurs, sons, figures géométriques, qui sont obtenues par analyse et deviennent les objets de nos sens, déjà transformés. L'homme a appris au long des siècles à nommer, donc classer, analyser et ordonner le divers, dans des synthèses différentes de celles qu'il faisait spontanément en reconnaissant un visage ou une voix, un objet familier. Ce faisant, il était entré déjà dans une démarche scientifique. Mais c'est à un autre travail de synthèse que semble s'attaquer le scientifique moderne avec ses principes théoriques et ses structures mathématiques, ses figures géométriques puis ses équations et fonctions, ses modèles, synthèse d'éléments qui ont été extraits des phénomènes naturels et recombinés dans une expérimentation. La question de l'être a disparu, se trouve tout au moins transformée. Que l'on demande à un physicien, qu'est-ce que la lumière ? Il répondra, c'est une onde électromagnétique satisfaisant aux équations de Maxwell. Réponse qui contient une analogie concrète avec des ondes directement observables à la surface de l'eau, en plus de la référence à l'ensemble des lois électromagnétiques mises en forme par James Clerk Maxwell au XIXe siècle. Il pourra dire tout aussi bien, ce sont des particules appelées photons. Renvoyant le lecteur contemporain aux deux hypothèses envisagées déjà au XVIIe siècle, maintenues aujourd'hui dans une dualité nouvelle. La pesanteur donnait lieu également à deux hypothèses incompatibles. Action à distance ou propagation de mouvements dans un milieu subtil, qu'il est possible également de retranscrire dans l'actuel champ gravitationnel. Mais l'incontournable question, qu'est-ce que c'est ? Celle des enfants mais aussi des Grecs classiques, celle de certains de nos chercheurs, semble étrangement absente de la plupart des discours du XVIIe au XIXe siècle, comme rejetée ou refoulée derrière la recherche de relations entre des quantités, la quête de proportions, qui donneront lieu à des lois plus ou moins empiriques puis à des unifications étonnantes, inespérées, à valeur d'explication à défaut de cause ou de l'être que l'on a cru atteindre. Des préoccupations explicitement ontologiques ne reviendront sur la scène qu'à la fin du XIXe siècle à l'occasion de la physique statistique et de la mécanique quantique. Si les savants de la Renaissance ont quitté radicalement le domaine de la scolastique aristotélicienne des universités, ce n'est pas pour revenir à la pure perception et pas non plus à la quête des essences platoniciennes. Ils font appel à la tradition antique certes, mais à toutes les traditions. Nombre, géométrie, traités mécaniques, magie, ésotérisme en tout genre. Il leur faudra ensuite choisir dans tout cela, remettre de l'ordre, un autre ordre que celui du langage grec d'Aristote, est l'ordre et la mesure de Descartes et ses contemporains. Les successeurs de ces premiers modernes que sont les humanistes de la Renaissance veulent s'assurer de l'existence de proportions entre les quantités pour établir un savoir qui soit objectif, durable, nouvelles constructions et nouveaux objets. Ils voudraient élaborer ainsi une science de la nature aussi solide que la géométrie d'Euclide, dont ils croient les axiomes incontournables, mais savent qu'il leur faut d'autres sortes de principes, or la méthode pour les obtenir leur est inconnue. Euclide a en effet oublié de transmettre ses brouillons, et n'a délivré qu'un produit trop bien fini. Dans le cadre de cette reconstruction, je m'intéresse à la contrainte empirique en tant qu'elle devient progressivement expérimentation, comme garantie de la part indiscutable, reproductible partout et par tous, du savoir scientifique. C'est du moins ainsi que l'on a considéré le rôle joué par l'expérimentation scientifique. Le hasard, ou plutôt l'ensemble des contingences humaines, n'apparaîtrait dans l'expérience concrète que lors de découvertes imprévues d'astres ou de rayonnements inconnus, radioactivité, rayons X. Je pense en fait que si hasard et contingence ne semblent pas conditionner l'expérimentation avant son interprétation théorique, celle qui met en jeu l'imagination et la subjectivité du savant, ces deux facteurs sont présents déjà tout au long du processus scientifique à des degrés divers. Il est vrai qu'avant la théorisation finale, l'expérimentation donne lieu à des lois dites empiriques admises par tous, comme celle de la réfraction de la lumière ou encore de l'accélération de la chute des corps, approchées mais rigoureuses. Celles-ci ne sont qu'ensuite englobées dans une théorie, la plus simple et la plus générale possible, à des fins de représentation, de compréhension et de prédiction.
C'est cette généralisation qui comporte un certain arbitraire, n'atteint jamais à la nécessité incontournable d'une déduction puisque les principes généraux ne peuvent être obtenus que par induction, c'est-à-dire généralisation à partir du particulier, nous le savons bien. Karl Popper a bien réussi à convaincre les scientifiques de l'impossibilité de prouver une généralisation. Popper, 1934, laquelle sera seulement réfutable. Certaines théories passées nous semblent d'ailleurs bien ridicules aujourd'hui. Pourquoi alors généraliser ? Demandait déjà Henri Poincaré au début du XXe siècle. Ne pourrait-on se contenter d'une juxtaposition de lois empiriques qui généralisent forcément un peu, mais le moins possible ? Il semble que notre raison ait besoin de plus que cela pour comprendre, qui signifie simplement prendre ensemble, unifier et ramener ainsi l'inconnu à du connu, dans un besoin de cohérence. Nous en avons besoin en outre pour prédire. La généralisation seule permet en effet la prédiction car la théorie a ajouté quelque chose à l'ensemble des lois empiriques, dans une synergie qui contient du nouveau et permet de redescendre vers d'autres faits particuliers et de nouvelles expériences, lesquelles sont les tests de la théorie. Il semble cependant que l'on ait gagné et non perdu, dans le processus scientifique par rapport à la perception spontanée des phénomènes, tels que l'évoquait Descartes. Ce qui est perdu est cependant l'intégrité du phénomène que la science découpe et simplifie en le reconstituant dans une expérience, qu'il s'agisse des plans inclinés de Galilée ou des accélérateurs et collisionneurs de particules. Descartes proposait de faire table rase des acquis de la pratique et de la culture transmise par l'école, tandis que le savant moderne s'appuie sur ses études et sur l'expérimentation en physique pour se libérer de la même façon de ses intuitions courantes, du bon sens, qui, bien que la chose la mieux partagée du monde, selon Descartes encore, est très relatif. Gaston Bachelard a insisté sur le fait que la science se construisait contre l'intuition et le bon sens. Que l'on considère la raison, Descartes, ou l'expérience, John Locke, comme source première de cette construction, ou bien une savante combinaison des deux, Emmanuel Kant, le sujet scientifique est interchangeable, transformé lui-même par le processus scientifique, en dépit de capacités variables selon les sujets qui apporteront plus ou moins à la science. Construction ou vérité ? Dans cette perspective d'un sujet scientifique universel à l'échelle de notre monde contemporain, envisageons maintenant la science de la nature comme une activité humaine, une aventure dans laquelle l'homme construit ses objets ou instruments conceptuels, se fabrique une image de ce monde, comme il a pu auparavant fabriquer des balais et des couteaux. Cette comparaison peut choquer et je dois m'en expliquer. Ces instruments n'ont en effet rien d'arbitraire. Personne ne dirait d'un balai ou un couteau qu'ils sont arbitraires. Mais personne ne dirait non plus qu'ils sont vrais, ni qu'ils sont la seule réponse possible au problème. Ils constituent tout au plus la meilleure réponse dans des circonstances données, avec les matériaux dont on dispose alors. Encore faut-il que le concepteur ne soit pas trop enfermé dans les traditions, puisse innover, passer du balai à l'aspirateur et du couteau à l'épluche légumes ou par ailleurs au fusil selon les besoins. Ces outils sont liés à l'expérience mais ne s'en déduisent pas. Il en est bien de même dans la théorisation de la physique, dont les matériaux sont d'abord les outils mathématiques classiques puis contemporains, permettant l'acquisition des données et leur traitement statistique, puis des concepts et enfin des lois générales permettant explication et prédiction. Les principes et concepts physiques comme les instruments ménagers échappent à l'arbitraire. Ils ne sont pas des contes ou jouets pour enfants ni des fables, car ils sont fortement contraints par l'expérimentation-l'observation. Ils n'en sont pas moins construits par le savant, et non pas extraits simplement d'une réalité extérieure qui se dévoilerait progressivement. La distinction entre ce constructivisme et le relativisme en philosophie des sciences est que le premier renvoie à une intervention du sujet dans sa mise en forme de l'expérience et des concepts tellement incontournables, un a priori tellement nécessaire à toute élaboration théorique, que cela lui confère une certaine objectivité ou tout au moins une intersubjectivité suffisamment universelle. Le second au contraire renvoie l'interprétation de l'expérience et le choix d'une théorie à des contingences socio-culturelles locales, non pas individuelles certes, mais réduites au contexte temporaire d'un milieu, pays ou ensemble de pays, aujourd'hui Europe, Asie ou monde anglo-saxon. C'est bien différent, car le constructivisme présenté ici permet la reconnaissance de la contrainte expérimentale même si toute phrase élaborée à son sujet, qui va plus loin que oui, non ou sans être plus ou moins 5,
est déjà une interprétation comme l'a affirmé Pierre Duhem, 1905. Je ne vais en effet pas considérer la science physique comme une activité humaine au même titre que la cuisine ou la guerre, ou l'art. Je ne vais pas non plus prétendre que ces résultats considérés comme vrais ne le seraient que par consensus, comme le sont les mythes primitifs. Certains philosophes ou sociologues que l'on désigne sous le terme général de relativistes, à ne pas confondre avec celui des physiciens, liés au courant pragmatiste en philosophie, ont en effet réduit la vérité scientifique à un accord contingent entre les protagonistes, un accord qui n'aurait donc rien de nécessaire. Les études ont été très utiles, car elles ont secoué l'idée d'un progrès constant vers un objectif qui serait fixé à l'avance dans la nature, comme une vérité écrite quelque part à découvrir, les erreurs ne constituant que des accidents de parcours. Je travaille davantage les contenus que le contexte, mais veux adopter ici une perspective dans laquelle les erreurs sont intéressantes, ne sont pas fausses, puisque la représentation de la nature que l'on adopte n'est jamais déterminée univoquement par l'expérience, n'est pas déduite de celle-ci mais seulement induite par généralisation sans certitude. Avant l'émergence du courant relativiste proprement dit, la prise en compte du relatif échec de Popper dans sa rationalisation de l'évolution des théories servait déjà d'argument à une détermination de cette évolution par les contingences sociales, qu'il s'agisse d'un refus de la neutralité scientifique chez G. Chicotti et G. Jonah Lassigno en 1978 dans leur livre L'araignée et le tisserand, ou déjà de la distinction entre science normale et révolution scientifique chez Thomas Kuhn 1962. Nous verrons plus tard que l'objectivation dans le sens de l'extériorisation du phénomène par rapport à nous n'est jamais tout à fait réalisée, quelle que soit la nature du phénomène étudié. Le scientifique reconstruit son objet à partir des données recueillies dans un fait expérimental qui joue le même rôle pour lui que le phénomène dans la perception, sans que cela ne remette en question ce que nous entendons habituellement par science objective, sinon provisoirement. L'intervention du scientifique n'est pas en effet à ce niveau celle d'un sujet particulier, mais d'un sujet universel, ou tout au moins collectif, fondé sur une culture commune. S'il n'y a pas nécessité absolue de ce qui est établi, il y a plus qu'un accord local et contingent entre quelques personnes. J'adopte donc une forme de constructivisme dans lequel la contrainte extérieure tient sa place, et je ferai très attention à mettre en avant des différences entre les degrés de contrainte. Le principe d'inertie s'impose en effet contre l'intuition mais se trouve soutenu par l'expérience, voir le chapitre 1, tandis que la loi de conservation générale de l'énergie est une construction qu'aucune expérience n'impose, c'est la loi qui définit le mot énergie. De même peut-on repérer une contrainte beaucoup plus forte en faveur de la théorie de la relativité restreinte qu'en faveur de la relativité générale, qui prolonge cependant la précédente de façon encore satisfaisante un siècle plus tard. Dans un article intitulé « Les deux dogmes de l'empirisme » écrit en 1952, Willard Van Ockin analyse l'impossibilité de vérifier les assertions terme à terme, ou même phrase par phrase pour conclure à une confrontation globale de la théorie avec l'expérimentation. Il affirme que la physique et même la logique sont des constructions humaines qui ne touchent à l'expérience que sur le bord, et que la science en entier est comme un champ de force dont les conditions aux limites sont l'expérience. L'expérimentation impose donc ses limites, répond oui ou non à une question posée, excluant toute idée d'une construction imaginaire ou fantasque. Mais ce que ne dit pas cette réponse expérimentale, c'est par quoi il faut remplacer ce que l'on avait cru juste et qui ne convient plus. Il faut détruire et reconstruire, tester à nouveau la nouvelle hypothèse, qu'elle soit locale ou plus générale. Ainsi se construit un savoir objectif sur nos relations avec cet extérieur, lequel reste sans doute définitivement mystérieux. L'unification par la mécanique des chocs avait triomphé en thermodynamique statistique, tandis que l'électricité, le magnétisme et la lumière se rangeaient sous le même système d'équations, nous faisant vraiment comprendre ces phénomènes. Mais d'autres contraintes ont imposé violemment aux scientifiques de renoncer à ce confort provisoire de la fin du XIXe siècle et d'inventer la relativité restreinte et la mécanique quantique. Ces nouvelles théories bousculent notre appréhension spontanée du monde, mais conviennent mieux aux résultats expérimentaux encore aujourd'hui. La relativité générale de 1915 n'obéissait pas à une telle nécessité, mais se trouva en meilleure adéquation avec les valeurs expérimentales des phénomènes gravitationnels qui se déroulent sur un temps long, périhélie de Mercure, ou de grande distance,
déviation des rayons lumineux au voisinage du Soleil, ou encore d'une grande intensité, décalage gravitationnel des fréquences. Tout cela ne prouve pas la vérité de ces théories difficiles, ni même leur robustesse face à des expérimentations futures plus fines. Elles conviennent à l'explication des phénomènes observés, et permettent des prédictions qui sont réfutables. Le mot objet, que j'ai déjà amplement utilisé, a toujours été défini en philosophie classique par opposition au sujet, ce qui les oppose mais les relie également. L'objet scientifique est dans une certaine mesure fabriqué par le sujet comme il a été dit. L'étymologie du mot ne nous en apprend guère plus, objectu soit jeté dehors devant soi. Le mot le plus proche dans notre langue serait alors projectile. Ce qui est intéressant dans cette origine du mot est son caractère dynamique, comme si l'objet n'était pas déjà posé tout seul, depuis le début et jusqu'à la fin des temps, car justement non, il ne l'est pas. L'objectivité se construit à travers l'universalité des processus qui conduisent aux objets scientifiques. La dualité sujet-objet en science a aussi son histoire, qui sera éclairée dans certains des chapitres suivants, explicitement dans l'œuvre de René Descartes, implicitement ensuite. Mais il y a d'abord une genèse plus fondamentale de la notion d'objet au cours de l'histoire de l'humanité, avant même les débuts de notre science objective, sur laquelle je vais revenir brièvement plus loin. Le phénomène se présentait de lui-même, simple dans l'apparence qui le constitue, mais d'une complexité infinie pour tout processus d'analyse. Le fait scientifique est bien autre chose, construit et déjà analysé avant même d'être produit. Il a néanmoins la réputation de parler, les faits sont parlants, dit-on couramment, eh bien non justement, ils sont sans doute têtus mais peu loquaces par eux-mêmes. La quête de l'objectivité et de la reproductibilité réduit le phénomène visé à un simulacre, une peau de chagrin enfermée dans le dispositif expérimental, même si ce dispositif occupe un volume impressionnant et des énergies énormes comme le LHC, collisionneur du CERN à Genève. Les particules que l'on y accélère sont élémentaires, peu diversifiées si on les compare à la moindre petite pierre verte ou bleue. La remise en cause d'une dualité bien établie. Bien après son interprétation de Copenhague, pour la mécanique quantique, Niels Bohr avait précisé que l'on ne pouvait dire que l'observation et la mesure transformaient le phénomène car l'instrument faisait lui-même partie du phénomène. C'est cet ensemble que j'ai appelé ci-dessus le fait scientifique, et qui ne respecte déjà plus les séparations qui avaient préludé à la science moderne du XVIIe siècle, car non seulement l'instrument mais le sujet lui-même font partie de ce fait scientifique. Dans un texte inédit, Heisenberg 1942, Werner Heisenberg adopte d'emblée une notion de réalité qui inclut implicitement le savant, les hommes en général, et change donc beaucoup à son époque, même si les planètes se meuvent toujours de la même façon autour du Soleil. D'une certaine façon en effet, tout est réel, y compris nos idées, notre imaginaire, nos livres avec leurs théories. La distinction faite ici et ailleurs entre nous-mêmes qui pensons, nos instruments et leur environnement, la réalité en soi par ailleurs, nous demeure encore indispensable dans le langage courant pour penser et communiquer, même si cette distinction est en toute rigueur impossible. Mais je vais en outre apparaître peu rigoureuse et mauvaise philosophe en envisageant des degrés plus ou moins grands de réalité des objets scientifiques, de même que j'ai admis que certaines lois étaient plus empiriques que d'autres, alors que la réalité, la chose en soi kantienne, est en toute rigueur définitivement hors d'atteinte, qu'il s'agisse de la pluie ou de notre cerveau. Le réel est ce qui résiste à nos efforts de simplicité et de transparence du monde. En accord avec Kuhn, j'ajouterai que cela résiste au Bohr, dit parfois non à la prévision de l'expérimentateur, un non bien réel. Dans un interview de 1966 par Pierre Dumayet, Michel Foucault rendait compte de sa démarche au départ de son livre Les mots et les choses, Foucault, 1966. Il aurait souhaité que l'on puisse considérer notre civilisation de l'extérieur, comme on avait pu le faire de celle des Nambiquara du Brésil ou autrement de la Chine ancienne. Les sociologues ont déjà étudié des caractéristiques de notre civilisation à travers les institutions, la culture ou la sexualité, mais non à travers le savoir lui-même. Car comment étudier ce qui est l'outil même qui nous sert à mener notre étude ? Il y a là un paradoxe, repris plus tard par Bruno Latour, dont Foucault a eu parfaitement conscience sans renoncer pour autant à son entreprise. Si l'on s'autorise à parler du langage comme de l'extérieur, pourquoi ne pas tenter un acrobatique regard ethnologique sur ce que nous croyons savoir ?
D'où vient la physique? D'où vient-elle et où va-t-elle sont en partie la même question. Les débuts de la modernité n'ont en effet pas été aussi limpides qu'on se l'imagine, et on a oublié ensuite les partis pris de ces débuts. Mais est-il raisonnable de remonter au XVIIe siècle pour éclairer la science d'aujourd'hui? Si les mathématiciens dialoguent facilement avec leur passé, peuvent confronter Euclide et Cantor, il n'en est pas de même des physiciens pour lesquels Thomas Kuhn avait introduit la notion d'incommensurabilité des théories. L'étude des phénomènes naturels est bien davantage que les mathématiques dépendantes des moyens techniques et institutionnels disponibles, et on ne peut séparer les contenus de ces moyens sans risque d'anachronisme grave. Passe encore de commencer avec les nouveaux cadres de la seconde moitié du XVIIe siècle. Académies et journaux, horloges et pompes à vide, mais pourquoi parler encore de Galilée? Pour parler simplement de mathématisation et mécanisation des phénomènes, sans les considérer comme allant de soi depuis toujours, comme nécessaires et incontournables. Descartes joue à ce sujet un rôle complémentaire de celui de Galilée, et je vais essayer d'en rendre compte schématiquement dans mes 3 premiers chapitres. Et puis ils ont été, Galilée surtout, le prétexte à des prises de position sur la science physique, d'Alexandre Coiré disant « La bonne physique se fait a priori », à Feyerabend et sa théorie anarchiste de la science qui les rend incontournables. Il ne s'agit pas ici d'un récit historique mais d'une réflexion à partir de l'histoire, tournée vers notre physique d'aujourd'hui, non pas pour répondre à la question usuelle, qui a le premier montré que, mais en éclairer la démarche la plus profonde. Je me suis donc restreinte aux périodes de mutation des concepts, on pourrait dire des paradigmes, mutation qui contraint les physiciens à s'interroger, à philosopher. Cet ensemble de cas est cependant structuré en 3 parties ordonnées chronologiquement. La physique nouvelle du XVIIe siècle, un regard sur l'autre physique du XIX à XX siècle, et enfin quelques thèmes généraux contemporains mais confirmés. Une lecture transverse est possible par thème, l'espace, l'entropie, certains étant repris dans 2 des parties voire les 3. Galilée, Descartes ou Mariotte avaient des préoccupations philosophiques liées à leur travail scientifique et à ses limites. Au XVIIIe et première moitié du XIXe siècle, les succès scientifiques sont tels qu'il serait bien inutile de se perdre dans la critique plutôt que de participer à l'aventure, soutenue dès le début du XIXe siècle par des avancées techniques impressionnantes. La fin du siècle voit cependant ressurgir doutes et critiques, insatisfaction romantique, qui préludent aux théories neuves et perturbantes du début du XXe siècle. La thermodynamique et l'électromagnétisme se développent au XIXe siècle en dehors de la mécanique, puis rejoignent ce domaine grâce à l'éther de Maxwell et la statistique de Maxwell puis Boltzmann. Mais l'éther disparaît en 1905 et les atomes de Boltzmann se décomposent en particules qui sont elles-mêmes transformées, délocalisées, dans le cadre de la mécanique quantique, dissoutes dans des ondes et champs répartis dans tout l'espace. Les objets de la physique se font et se défont, inexorablement. Dans une première partie, je présenterai les fondements établis au XVIIe siècle. Après une revue des innovations galiléennes destinées à défaire certaines idées reçues, je décrirai le monde de Descartes et celui de Huygens par rapport à celui que construit Newton un peu plus tard. La confrontation entre Descartes et Newton est justifiée par le fait qu'ils veulent tous les deux aboutir à un système complet d'explication de la nature, quelque chose de définitif, à quoi ne prétendaient pas Galilée ni Huygens. Chacun de ces 2 systèmes comporte sa part de fiction et sa part de prise en compte de l'expérience. Toute élaboration théorique exige des hypothèses de départ que l'on appelle alors principes, parce que ces énoncés non démontrables devaient contenir un sens profond, caché derrière les apparences, tout au moins les considère-t-on au XVIIe siècle comme les seuls possibles, les meilleurs. Ce que pensent vraiment Descartes et Newton de la vérité de leurs principes, nous demeurera à jamais caché, malheureusement. Mais leur lucidité quant à la difficulté de l'entreprise ne fait aucun doute. L'aventure mécaniste se poursuit dans la seconde moitié du siècle par l'œuvre de Christian Huygens qui cherche la vraie philosophie mécanique. Il prend au sérieux cet aspect du projet cartésien, lui donne corps et consistance. Nous le verrons donc dans le chapitre 4 adopter la prééminence de l'action par contact, étudier quantitativement la force centrifuge, établir les bonnes lois des chocs élastiques par invariance relativiste. Il élabore avec des calculs précis la théorie des tourbillons de Descartes pour la rendre compatible avec les lois de Newton pour la gravitation.
Sa théorie optique est également mécaniste. La lumière est une propagation de mouvement par choc de particules d'éther dans le vide. La théorie corpusculaire que défend Newton est mécaniste également bien sûr, mais elle ne rend pas compte des phénomènes de diffraction déjà observés à l'époque, et Newton a donc dû lui ajouter sa théorie des accès qui n'entre pas vraiment dans le cadre de l'intelligibilité mécanique. Là encore, il peut y avoir un juste milieu entre le respect total de la contingence historique et le besoin de trop simplifier et unifier pour comprendre. Ces grands auteurs ont évolué au cours de leur vie, selon les rencontres et les échanges scientifiques que je ne peux tous évoquer ici. La connaissance scientifique est une construction modeste, patiente et laborieuse. Nous savons aujourd'hui que Galilée a passé bien plus de temps à observer seul, à faire rouler des boules sur des plans inclinés, à rédiger ses discours sur 2 sciences nouvelles, alors qu'il était presque aveugle, qu'à présenter en grande cérémonie sa lunette aux notables de Venise. La virtuosité géométrique d'un Huygens est impressionnante, comparable à celle d'un Descartes, Fermat ou Newton, sans oublier Evangelista Torricelli et Blaise Pascal sur les problèmes de la roulette, cycloïde, entre autres. Huygens a démontré que cette roulette pouvait servir à construire un pendule vraiment isochrone. Ce résultat pourrait illustrer le titre que donne Eugène Wigner, La déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences de la nature, à son célèbre article de 1960. On peut cependant penser, comme Richard Feynman, que la physique est mathématique à défaut d'autre chose, non pas en raison de sa simplicité, mais de sa définitive complexité. La deuxième partie présente, à partir de nouvelles techniques, une autre physique. L'émergence de la thermodynamique avec le cycle de Carnot, destiné à traduire le fonctionnement des machines à vapeur déjà utilisées, pratiquement introduit d'autres notions, puis des principes nouveaux exposés dans mon chapitre 6. Les machines à vapeur fonctionnent en cycle, étudiés par Sadi Carnot, Émile Clapeyron puis Rudolf Clausius, jusqu'à construire une formulation tout à fait originale faite de fonctions liées entre elles à travers leurs dérivées partielles. De ces relations naissent la notion de température absolue, d'énergie interne d'un corps, d'entropie enfin. C'est cette notion qui modifie déjà la nature du sujet scientifique. Cette discipline nouvelle échappe aux représentations mécanistes antérieures, par la recherche d'un formalisme algébrique indépendant de toute représentation visuelle concrète. Un diagramme de Clapeyron n'est pas situé dans l'espace physique comme l'étaient les trajectoires des particules ou des planètes, comme l'était l'éther de l'optique de Huygens. Il est situé dans l'espace symbolique des figurations de fonctions, avec 2 axes orthogonaux dont l'un représente la pression et l'autre le volume du gaz. Les fonctions température, pression et densité sont reliées entre elles par des équations, et les quantités, volume, chaleur et entropie sont liées à ces fonctions à travers leurs variations infinitésimales. Nous discuterons longuement de l'objectivité relative de la température et de l'entropie, avant de retrouver les représentations mécaniques grâce à la physique statistique de James Clerk Maxwell et de Ludwig Boltzmann. Je mentionnerai également dans le chapitre 8 l'électromagnétisme synthétisé par le même Maxwell, pour aboutir à des ondes se propageant dans un éther, l'éther de Huygens devenu solide et cristallin. Ces démarches explicatives relèvent d'une volonté d'unification des disciplines séparées constituées par la thermodynamique, l'électricité, le magnétisme, l'optique enfin. Celles-ci vont donc, contre toute attente, rejoindre l'ancienne mécanique et ce ne sera pas sans difficulté et grave querelle. Le système des équations de Maxwell, qui sera souvent évoqué par la suite sans que nous en parcourions vraiment l'histoire, est une réussite de la méthode expérimentale combinée avec un outil mathématique adéquat. Je parle peu de cette mathématisation qui est aussi caractéristique de la nouvelle science du XVIIe siècle que du développement de la physique expérimentale du XIXe siècle. La mise en forme des lois empiriques de Charles-Augustin Coulomb, Hans Christian Ørsted, André-Marie Ampère puis Michael Faraday, sous un système remarquablement symétrique de 4 équations seulement, n'aurait pu être effectué sans les outils mathématiques adéquats, les vecteurs et leurs opérateurs différentiels. L'unification des phénomènes électromagnétiques avec la lumière n'a pas été prévue à l'avance. Elle survient comme le résultat de travaux très concrets de laboratoire, d'une recherche collective suivie d'une synthèse dans laquelle émerge soudain une constante égale à la vitesse de la lumière. Nous sommes loin de l'unification cartésienne élaborée comme dans un rêve, comme une fable, par un seul homme.
La thermodynamique classique était née plus directement de l'univers technique à visée pratique puisque les machines à vapeur en sont le motif principal. Il a fallu l'audace de Rudolf Clausius vers le milieu du XIXe siècle, puis de Boltzmann pour la replonger dans le monde de la mécanique des chocs de particules. On pourrait presque parler cependant de réalisation des rêves de Descartes puisque dorénavant tout devient mesurable, L'ordre et la mesure faisaient en effet partie du projet cartésien, et que tout est encore cependant représentable comme élément d'une même théorie mécaniste. Mon exposé de l'origine de la théorie de relativité restreinte dans le chapitre 8 met en lumière le contexte expérimental et les contraintes très fortes en faveur des transformations de Lorentz. Une abondante littérature a déjà été écrite à ce sujet, et le lecteur averti peut aisément se dispenser ce chapitre. Je l'ai cru cependant indispensable à une mise au point de ce qui se passe avant l'adoption d'un espace quadridimensionnel décrit au chapitre suivant. Cet espace un peu magique pour les non-physiciens pourrait sembler en effet constituer le type même de l'objet, construit par le scientifique pour assurer la cohérence de ses concepts, dans un cadre très mathématique, comme celui qui impose plus tard en relativité générale un espace courbe. Je veux montrer qu'il en est de même de tout espace, et que l'espace seul, indépendant de l'écoulement du temps, a été et demeure une construction humaine adaptée à une certaine pratique courante. Je m'étais toujours promis de ne jamais parler de mécanique quantique, que je n'ai pas vraiment apprise au cours de mes études, ni pratiquée en tant que chercheuse en physique et jamais même enseignée. J'ai changé d'avis, et perdu ma prudence en raison de l'importance des problématiques philosophiques nées de ces résultats expérimentaux déroutants, encore aujourd'hui. J'aborde donc rapidement la théorie des quanta et les débuts de la mécanique quantique proprement dite, avec les conflits d'interprétation que l'on connaît, inévitables dans une réflexion tournée vers le sujet scientifique et la construction de ces objets. Je prends la liberté de raconter la découverte des quantas de lumière, puis la quantification de la mécanique de l'atome et de la mécanique en général, des représentations ondulatoires et corpusculaires pour la nature de la matière, énergie, ondulatoire ou matricielle, Schrödinger ou Heisenberg, pour la réalité physique expérimentale. L'avantage de ce chapitre est de mettre en lumière une forte contrainte expérimentale qui, comme celle qui avait conduit à la relativité restreinte, laisse la place à des interprétations diverses, contradictoires et avait donc sa place pour montrer encore l'indétermination finale de la théorie en dépit de la violence avec laquelle l'expérimentation nous contraint à abandonner les anciennes, non pas fausses mais périmées, caduques. La troisième et dernière partie de cet ouvrage devra aboutir, par quelques questions pointues, à une réflexion sur la physique contemporaine, réflexion qui s'inscrira dans le fil de ce qui a été dit auparavant. Le choix de thèmes comme l'entropie et l'information, la mécanique quantique RE interprétée, l'espace encore et ses dimensions puis l'espace cosmologique enfin, se trouvera en rapport avec ce qui a été exposé auparavant. Mais on pourra envisager l'émergence d'autres choses que les mécanismes divers rencontrés au XVIIe et au XIXe siècle, à travers de nouvelles façons de fabriquer les données d'observation elles-mêmes, à travers l'élargissement du domaine étudié jusqu'à ses limites et à sa totalité. Terminer cette réflexion par la cosmologie ne signifie pas que nous ayons écrit une histoire de cette discipline, mais que ce domaine oblige lui aussi à un élargissement de la notion d'objectivité, à de nouvelles méthodes d'évaluation de la validité des théories. Partie 1. L'intelligibilité du monde. Introduction à la partie 1. La science classique semble fondée sur la conviction de l'intelligibilité du monde, à travers les lois de la nature. Cette conviction a été soutenue par les succès obtenus à partir du XVIIIe siècle dans tous les domaines. Succès veut dire d'abord prédiction vérifiée avec une certaine précision, mais aussi technique améliorant la vie humaine et encore compréhension du monde qui nous entoure. Personne ne peut sans mauvaise foi ou crise nostalgique nier cette réussite. Les théories et les lois ne sont cependant pas vraiment vérifiées, sinon de manière approchée et provisoire, je l'ai déjà dit. Si les lois possèdent un certain degré de réalité objective pour le scientifique, c'est parce qu'il pense sans doute qu'il pourrait ne pas y en avoir du tout. Cela voudrait dire un monde sans aucune régularité, c'est-à-dire non seulement sans périodicité ni symétrie, mais surtout sans que rien ne se reproduise de la même façon d'un jour à l'autre, ni d'un lieu à l'autre.
Pouvons-nous imaginer que les corps ne tombent pas de la même façon ici et là, hier et aujourd'hui, que les accélérateurs de particules ne puissent fonctionner de la même façon partout et demain comme hier? Si c'était le cas, il n'y aurait d'ailleurs pas d'accélérateur de particules, ni aucun autre dispositif expérimental. L'observation astronomique elle-même n'a de sens que parce qu'existent des régularités et des ressemblances entre divers objets. Il y a des planètes, des étoiles et des nébuleuses. C'est bien cela d'abord qui nous permet de rendre notre monde intelligible, avant même les causes et les lois, à partir d'une mise en ordre de la diversité des événements. Deux objections viennent à l'esprit. Aucune régularité n'est exacte. L'environnement se modifie au cours du temps et aucun système n'est vraiment isolé. Rien ne se reproduit donc exactement et les alchimistes avaient des raisons de recommencer les mêmes transformations jour après jour pour en attendre un autre résultat. Si nous mettons en évidence des régularités approximatives, peut-être alors en trouverions-nous dans n'importe quelle sorte d'univers. D'autre part, des régularités sont observées par l'homme et enregistrées depuis toujours, sans déboucher sur une science progressive ni réfutable, mais seulement sur des représentations à base de pierres dressées et de calendriers. La prise en compte de régularités permet de prédire mais non d'expliquer ni de comprendre. La physique aristotélicienne propose cette causalité absente des constructions antérieures, mais elle ne permet pas d'aller plus loin, de progresser. Elle est close sur elle-même, sans instrument et sans mesure, en dépit de certains rapports établis entre les termes du mouvement dans des milieux résistants, rapports limités par les frottements solides qui ne permettent aucune linéarité. Certaines apories pourraient de plus la faire considérer comme réfutable. Pourquoi la lèche continue-t-elle de se mouvoir après qu'on l'ait lâchée? Dans un système où tout mouvement violent est produit par un contact, la persistance d'un tel mouvement n'est pas expliquée de façon satisfaisante. Cette question posée et les tentatives de réponse ouvrent ainsi une réflexion qui conduira Galilée et Descartes à poser cette persistance comme un principe. Il est donc indispensable de prendre en compte cette science aristotélicienne des mouvements comme une véritable science de la nature avant d'aborder la Renaissance et la première moitié du XVIIe siècle. Dans cette antiquité platonicienne puis aristotélicienne, l'homme faisait partie de la nature. Il en était un élément, vivant comme les animaux, animé comme ceux-ci et comme les astres. Il n'y avait pas de sujet, au sens du sujet moderne de la science dont il a été question dans l'introduction générale. Cela n'empêchait pas de considérer les astres, les corps terrestres et les animaux comme de l'extérieur, grâce à la langue grecque reformatée par les catégories et la logique aristotélicienne. Le langage et la logique flottent alors au-dessus des choses et des hommes, permettent de les ranger et classer mais aussi de les insérer dans un réseau de liens, de causes. Galilée et Descartes reviennent à l'observation des régularités en y ajoutant la mesure, sans se préoccuper de précision mais seulement de proportion, nouveaux objets pour des égalités de rapport, donc pour des analogies au sens premier du terme, analogo qui signifie le même rapport. Euc dispose d'un nouveau langage qui est celui des géométries d'Euclide, Archimède et Apollonius, dont l'utilisation se fera là encore à travers l'analogie. Les savants du XVIIe siècle ne se préoccupaient pas encore de la précision d'une mesure, mais beaucoup du rapport entre des quantités mesurables dans un phénomène. Euc s'équipe en outre de dispositifs mécaniques qui leur permettent de manipuler les phénomènes, de les transformer bien davantage qu'avec les catégories du langage, de les maîtriser enfin. Lorsque Christian Huygens refusait d'adopter l'attraction à distance newtonienne comme explication pour la pesanteur, il déclarait « Je cherche une cause intelligible de la pesanteur ». Il ne déclarait pas vouloir trouver la vraie cause. L'attraction à distance lui semblait simplement ne rien expliquer du tout, renvoyer à la magie, et il en sera bien ainsi pour Newton également, qu'il adoptera sans en faire une cause. Huygens préférait l'explication cartésienne des tourbillons dans laquelle tout échange de mouvements avait lieu par choc, donc par contact, comme dans le jeu de billard que tout le monde connaît. Analogie ou simple comparaison qui permettent à l'homme de comprendre. La construction d'une cause intelligible, bonne ou pas, ne saurait donc être arbitraire. Permise par l'ordre et la reproduction qui ont lieu dans la nature, elle est soumise à notre corps, à notre esprit et à la pensée qui en émane, lesquels ne sont plus considérés comme faisant partie de cette nature mais sont le siège de la raison. Si l'on voulait être rigoureux et tenir compte de la diversité réelle des phénomènes,
sans les découper artificiellement en faits produits par l'expérimentateur, on serait conduit à avancer une cause différente pour chacun. Or cela expliquerait peut-être, au sens où expliquer signifie déployer et donc enlever les plis, analyser, mais ne ferait rien comprendre au sens où comprendre signifie prendre ensemble. Pour comprendre, il faudra synthétiser les lois particulières locales sous d'autres plus globales, réduire la diversité des phénomènes, unifier des théories, donc inventer. L'invention ne s'effectue pas ex nihilo au XVIIe siècle, elle va puiser dans d'autres traditions ressorties de l'oubli à la Renaissance. La géométrie et les machines simples, Paolo Rossi 1962, si la première est très souvent mise en avant et discutée par les épistémologues, le rôle des traités anciens sur les machines simples l'est moins, confondus à tort avec de la géométrie appliquée. Les éléments d'Euclide ont constitué un modèle à reproduire en physique, mais les machines simples donnaient déjà des instruments d'investigation du mouvement des corps. Plan incliné, poulie, peut-être même le pendule, et surtout un principe de conservation d'une quantité de mouvement dans certaines circonstances. Galilée a fait grand usage des dispositifs mécaniques et Descartes a écrit un petit traité sur les machines, à la demande de Constantin Huygens, le père de Christian, que l'on peut remercier d'avoir fait cette demande aux philosophes. Il ne reste plus ensuite qu'à généraliser ce principe des machines simples et à lui en adjoindre d'autres, comme la conservation de la force vive, vis viva de Leibniz et ses contemporains, autre objet physique productif de prévision et explication. Chapitre 1 Un emblème, la nouveauté galiléenne. On sait que Galilée a été le premier à tourner une lunette vers le ciel au début du XVIIe siècle, observant ainsi notre Lune et ses montagnes, les taches solaires et les satellites de Jupiter, et encore. De plus, il ne semble pas devoir être juge sans importance d'avoir eu raison des querelles sur la galaxie ou Voie lactée, et d'avoir rendu sa substance manifeste au sens et à plus forte raison à l'intelligence. En outre, il sera agréable et très beau de montrer du doigt la substance des étoiles qu'à ce jour tous les astronomes ont nommée nébuleuse et de prouver qu'elle est bien différente de ce que l'on croyait jusqu'à présent. C'est bien la raison pour laquelle il est devenu l'emblème de celui qui observe vraiment les phénomènes plutôt que de les imaginer à la suite des anciens, de même que son procès de 1634 en a fait pour la postérité le champion de la lutte contre l'autorité ecclésiastique. Mais tout cela est bien trop schématique et doit être révisé, afin de mieux cerner la façon dont ce héros de l'histoire des sciences déplace l'attitude du savant face au phénomène. La phrase ci-dessus est écrite par Galilée en 1610 dans un petit livre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.